j'aime pas trop le mot, mais un bootcamp que certains connaissent déjà qui s'appelle Maestro qui est un bootcamp dédié entièrement au product management qui dure 7 semaines. Voilà, et j'en parlerai très rapidement un peu plus à la fin. Et le but de tous ces webinars, en fait, c'est vraiment de co-construire la meilleure formation et de se nourrir et de s'inspirer de ce qui se fait de mieux dans la tech. On le fait déjà en interne avec nos profs, on le fait en prenant tous les jours des feedbacks de nos élèves, toutes les semaines, et on le fait en s'inspirant de la communauté. D'ailleurs, ce sont les élèves qui animent les webinars, donc je te laisse la parole, Soumaya. Merci Mehdi pour cette intro. Bonjour à tous, bonsoir à tous. Je m'appelle Soumaya et c'est moi qui vais animer le webinaire ce soir. J'ai la chance d'accueillir Corentin et Marie qui travaillent aujourd'hui dans l'équipe de Product Ops chez Payfit et on va faire vraiment une intro de ce qu'est le rôle de Product Ops chez eux. Discuter de leur parcours, des compétences que ça requiert et du poste en général, parce que c'est un rôle qui est encore assez méconnu et rare sur le marché français. Avant de se lancer là-dessus, on va commencer par des courtes intros. Donc, je vais commencer. Je suis aujourd'hui partie de la promo 3 chez Maestro. J'ai un parcours plutôt business et product marketing. J'ai commencé aussi au niveau d'équipe Customer Success dans la publicité et les médias online. À un niveau international, j'ai travaillé aux États-Unis, en Angleterre et en Asie il y a quelques années, dans des très grosses structures comme Microsoft, mais aussi dans des startups comme Radium One. Et aujourd'hui, j'ai rejoint Maestro pour m'équiper davantage des compétences requises pour le poste de product management. Et donc, je suis ravie d'étudier et de discuter du sujet de Product Ops comme une entrée vers le domaine du produit dans des entreprises tech. Je vais laisser la parole à Marie qui va présenter son parcours et après à Corentin. Et on va ensuite passer à une présentation de Payfit avant d'enchaîner les Q&A. Marie, s'il te plaît. Merci beaucoup Mehdi et Soumaya pour l'introduction et surtout pour nous donner l'occasion de partager avec vous aujourd'hui notre métier et ce qu'on fait chez Payfit. Alors moi, j'ai fait une école d'ingénieur généraliste française avec un double diplôme au Brésil. Donc j'ai vécu pendant un temps au Brésil, très beau pays, que je conseille si jamais vous avez envie de vacances ou de voyage. Après, j'ai fait quelques temps de conseil en stratégie, tout d'abord au Brésil et puis après ici en France, avant de passer assez rapidement sur de la gestion de projet pour des grandes entreprises type 440 qui voulaient se digitaliser. Depuis le début de l'année, je suis donc chez Product Ops et aujourd'hui, je gère l'équipe du coup Product Ops chez Payfit. Super, merci. On va passer à Corentin. Yes, enchanté. Merci, merci encore Mehdi, merci encore Soumaya. Très cool. Moi, j'ai passé 4 ans chez Ubisoft où j'étais d'abord sur un floor de production à Singapour sur un jeu qui est pas encore sorti, qui est toujours pas sorti. C'était en 2015, mais c'est un peu long les développements de jeux vidéo. C'est un peu complexe. Donc j'étais sur un floor de développement de jeux en tant que project manager. Donc gérer des équipes multidisciplinaires. On utilisait Scrum, donc j'étais aussi Scrum Master des équipes. Ensuite, je suis revenu au siège à Paris où j'étais line producer au sein du département éditorial, où c'est là où on centralise un petit peu toutes les guidelines de création des jeux. Et j'ai fait surtout de l'audit de production pour Ubisoft. Et en fait, le rôle consistait à aller un peu dans tous les studios d'Ubisoft, qui est une boîte très décentralisée, et d'aller visiter les productions, et d'aller regarder ce qui se passe bien, ce qui se passe pas moins bien, d'aller analyser les process de production et puis de suggérer des recommandations pour faire en sorte que les jeux sortent à temps et avec le bon niveau de qualité. Et ensuite, donc j'ai quitté Ubisoft en septembre 2019. J'ai enchaîné avec Le Wagon à Paris pendant 2 mois. Et fort de ces expériences, je suis rentré chez Payfit en avril dernier, en plein confinement. Et donc, voilà, me voici actuellement Product Ops dans l'équipe de Marie.
Super, merci. Du coup, est-ce que vous pouvez, pardon, avant de lancer les questions, je refais un petit récap de ce dont on va parler aujourd'hui. On va commencer par une description de PayFit, rentrer dans le détail, la définition du rôle de Product Ops et comprendre en quoi c'était un rôle qui était important pour PayFit et avoir votre retour d'expérience sur comment évoluer vers ce type de rôle pour ceux qui sont intéressés au niveau du product. Du coup, est-ce que vous pouvez nous présenter, nous donner une bonne overview de qu'est-ce que fait PayFit pour ceux qui n'en ont jamais entendu parler? Yes, carrément. Bon, j'espère que vous avez quand même entendu parler de PayFit. C'est un bootcamp en product management. A priori, vous en avez entendu parler. Un tout petit peu. Non, mais du coup, très rapidement sur PayFit, parce que je pense que les gens connaissent un peu, mais en gros, la promesse de PayFit, c'est vraiment le fait que voilà, gérer ses employés n'a jamais été aussi simple. Tout est dans le titre. En gros, PayFit, c'est un logiciel en SaaS qui fait deux choses, qui fait la gestion de la paye pour les petites entreprises et les PME et la gestion, ce qu'on appelle SIRH. SIRH, je ne sais plus ce que ça veut dire. Ça veut dire système d'information des ressources humaines, quelque chose comme ça. Marie, tu m'arrêtes si je me trompe. J'aurais dû réviser, quoi. Et en fait, voilà, donc le SIRH, c'est la gestion des absences, la gestion des congés en général, des notes de frais, etc. C'est tous les outils qui visent à faciliter l'interaction employeur-employé. Donc PayFit se positionne vraiment comme le logiciel de référence pour gérer toute cette relation-là, maintenant et dans le futur. Et donc, ça passe aussi par la paye, le fait d'éditer les fiches de paye, de faire en sorte, comme la paye, c'est quelque chose de très complexe, de faire en sorte que toutes les informations de la paye aillent dans les bons tuyaux, que ce soit envoyé aux bons organismes, etc. etc. Tu peux passer à la slide suivante, Soumaya. Ouais. Yes, super. Voilà, j'ai déjà résumé ça. Mais donc, l'idée, c'est vraiment de proposer, de démystifier, si vous voulez, le domaine de la paye pour les entreprises, comme c'est quelque chose qui est très complexe et particulièrement en France. Et donc, grâce à une solution automatisée et intuitive, PayFit permet de gérer la paye, mais aussi de toutes les solutions qui vont accompagner la vie de l'employé dans son entreprise pendant sa carrière. La vision, c'est vraiment ça, c'est-à-dire qu'on propose un gain de temps pour les entreprises et on propose aux entreprises aussi, au travers de cet outil-là, de les accompagner et d'accompagner leurs employés. On a quelque chose, on a une sorte de mantra chez PayFit qui est make work a source of fulfillment for everyone. Donc c'est vraiment la devise un peu de l'entreprise qui est appliquée donc au produit, et ce qui est assez cool, c'est que c'est aussi appliqué au sein de PayFit, puisque voilà, cette phrase-là résume assez bien toutes les politiques RH qui sont mises en place au sein de PayFit. Donc voilà, c'est une très belle boîte, et le produit reflète vraiment la vision qu'ils ont pour eux et pour les entreprises qu'ils servent. Yes, très rapidement, l'histoire, donc créée en 2016, levée de fonds, ça croît énormément. En 2018, 100 employés, lancement de plusieurs pays. Aujourd'hui, on est dans 5 pays, donc Allemagne, Espagne, UK, Italie et France. Et moi, quand je suis arrivé donc en 2020, on était déjà 500 employés. Et l'Italie venait de se lancer. Donc vraiment une croissance très, très rapide. Et on y reviendra parce que ça a beaucoup d'importance dans le rôle de Product Ops, dans le contexte dans lequel est né ce poste-là chez PayFit. Super. D'autres points à rajouter, Marie? Non. Non, très bien résumé. C'était complet. Complet. Super. Juste un petit mot à tous ceux qui nous écoutent. Merci pour les questions. J'ai noté celle de Stéphane. Elle fait partie des sujets dont on va discuter un peu plus tard. Mais merci. N'hésitez pas à continuer à contribuer. On veut faire en sorte que ce soit le plus interactif possible. Et je crois que tu avais une dernière slide, Corentin, sur les quelques chiffres avant qu'on passe à la section. Tout à fait. Toutes mes excuses, effectivement, il y a effectivement quelques chiffres qui sont importants d'avoir en tête. 5000 clients, 5 pays et 140 conventions collectives, puisque vous savez que le marché du travail est segmenté en plusieurs conventions collectives. Et comme on gère la paye des employés, forcément, on va
coder des conventions collectives pour être capable de les gérer dans notre outil. Et donc aujourd'hui, il y en a 140. Et ça ne fait que grandir, évidemment. Et ça, ce sont les chiffres actuels. Quand vous êtes arrivés tous les deux en début d'année, c'était quoi le contexte? Il y a eu une forte progression cette année. Le marché du travail a pas mal changé avec le Covid. Est-ce que vous pouvez nous parler un peu du contexte dans lequel Payfit était quand vous êtes arrivés? Yes, tout à fait. En fait, alors je ne connais pas les chiffres, je ne sais pas exactement combien on avait de clients, etc. On était déjà en 5 pays puisqu'on a lancé l'Italie en mars. Cependant, le contexte était effectivement assez différent. Donc, je suis arrivé le 6 avril précisément chez Payfit. Et c'est vrai qu'il y a deux choses qui sont assez importantes dans ce contexte-là. La première, c'est que début avril, on avait encore une organisation produit qui était assez jeune. On a eu une grosse réorganisation, enfin Payfit a eu une grosse réorganisation de l'équipe produit, une grosse structuration, je ne sais pas si ça se dit, mais une structuration de l'équipe produit l'été 2019. Et donc, en avril 2020, cette grosse équipe produit, la manière dont elle était organisée, c'était encore assez jeune, ce qui veut dire que ce n'était pas encore solidifié en termes d'organisation, de process et d'outils. Donc ça, c'est une composante qui est importante parce que le rôle de Product Ops, il prend vachement son sens et ses racines dans cette réorganisation-là, puisque comme la boîte a scalé très vite, forcément, il y a plein de petites choses à ajuster. Et donc, c'est là où vraiment le rôle de Product Ops prend son importance. La deuxième chose qui est très importante, c'est évidemment la crise du Covid. Payfit, c'est une boîte qui, alors je schématise un peu à l'extrême, mais quand il y avait des besoins, on recrutait, quoi. Donc, il n'y avait pas de crise. Donc, on grandit très vite. Et en fait, pour supporter cette croissance, on va recruter des gens. Avec le Covid, en fait, il y a un peu un changement de paradigme. Et en fait, on se rend compte que on ne peut plus recruter parce que c'est la crise et que en fait, il faut qu'on ait une croissance plus saine. Il faut qu'on fasse plus attention à nos coûts opérationnels. Et donc, dans ce contexte-là, en fait, si vous voulez, il faut qu'on fasse plus ou en tout cas autant, mais plus avec autant ou avec moins, quoi. Donc, on n'est plus censé recruter les gens pour justement supporter notre croissance. Et là encore, c'est un terreau qui est favorable à l'émergence d'un poste comme Product Ops. Super. Et du coup, ça a été quoi la démarche de Payfit dans ce contexte-là pour créer justement le poste de Product Ops? Est-ce qu'elle existait déjà? Est-ce que c'est un poste qui existait déjà avant que vous veniez ou ça arrivait un peu en même temps que vous? Alors, l'équipe Product Ops, elle date un peu à la suite de la réorg, c'est-à-dire que, comme l'a dit Corentin, la réorganisation de l'équipe produit, elle date de l'été 2019. Et un peu dans la même veine, les 3 VP ont un peu créé cette équipe de Product Ops qui, du coup, a émergé en novembre 2019. Ok. Et du coup, donc, c'était en amont de mon arrivée, en amont de l'arrivée de Corentin. Mais c'est vraiment cette volonté des VP. Il faut savoir que nous, on fonctionne avec un concept de Triforce. Donc, on a 3 VP au produit. Un VP Product Management, un VP Design et un VP Engineering. Et c'était vraiment leur volonté de réorganiser en tribe sur des scopes particuliers et aussi d'avoir ce pôle Product Ops qui vient soutenir la croissance et qui vient aider une équipe qui grandit très vite. Parce qu'en fait, on est passé très rapidement d'une équipe qui était, on va dire, à taille humaine, où on peut faire beaucoup de choses par la parole, en se croisant dans les couloirs ou en faisant une réunion, à une taille où, en fait, il faut passer par des process, il faut passer par des types de communication différentes, parce qu'on atteint une taille où l'échange en one-on-one est plus possible, en fait. Et c'est vraiment à partir de là qu'est venue l'idée d'avoir une équipe d'ops dédiée au produit qui va établir un peu tous ces moyens de fonctionnement ensemble qui sont nécessaires quand on commence à devenir une grosse équipe. Aujourd'hui, l'équipe produit chez Payfit, c'est 150 personnes sur 5 pays. Donc, il faut coordonner tout le monde. Est-ce que tu as donc l'objectif en fait initial, c'était la coordination des équipes produits en interne chez Payfit. C'est né de là, en fait, le besoin, il est né de là. Est-ce qu'il y avait un besoin aussi externe, enfin, une coordination des équipes produits avec les autres teams qui gravitent autour?
Complètement. Il y a aussi cette mission-là et cette part-là dans notre travail qui est de garantir le bon fonctionnement avec les autres départements et de créer aussi des points de communication ou des points d'échange qui permettent de garder du lien malgré qu'on grossit dans tous les départements et que du coup, on n'a plus ah, je connais un tel, je sais qu'il s'occupe de tel client, ah, je sais que lui, il travaille sur telle partie du produit, ce qui était possible il y a 2 ans et ce qui n'est plus possible aujourd'hui, quoi. Nickel. Et du coup, dans la création de ce nouveau poste Product Ops dans une organisation produit qui était existante mais en train de se restructurer, comment vous avez décidé d'organiser les choses pour mieux travailler avec le reste de l'organisation produit? Alors, il faut savoir qu'on est sur des chantiers qui prennent du temps. Ouais. Et du coup, c'est un peu, on y va encore étape par étape. Soit c'est une équipe qui a 1 an. Donc, on s'est principalement concentré sur la structuration au sein de l'équipe produit et du coup, le fonctionnement de toutes les équipes produits entre elles. Donc, c'était d'abord très concentré sur les process produits. Et là, maintenant qu'on a fait on a passé cette première phase où ça y est, les équipes produits fonctionnent ensemble, elles savent gérer leurs dépendances, elles savent communiquer ensemble, elles sont alignées. On est en train petit à petit de venir sur plus des process ou de la communication qui va être plutôt avec les équipes qui sont du coup qui vont graviter autour du produit et qui vont fonctionner avec le produit. Et c'est plutôt un travail qu'on a commencé le dernier trimestre et qui est plutôt en cours aujourd'hui. Alors, est-ce qu'on peut juste avoir un overview vraiment du rôle de Product Ops, définir notre sujet en quelque sorte? Si vous voulez. La mission de Product Ops, c'est orchestrer toutes les équipes produits. Chez Payfit, c'est quasiment une dizaine d'équipes pour maximiser 1, leur épanouissement au travail, 2, leur impact et 3, leur efficacité. Ça, c'est la phrase un peu tout condensée. Globalement, on va être les garants du bon équilibre entre alignement et autonomie. L'idée, c'est que chaque équipe produit soit quand même très autonome dans sa manière de fonctionner, soit suffisamment agile, soit suffisamment libre de fonctionner comme il lui convient le mieux. Pour autant, tout le monde doit fonctionner ensemble et aller dans la même direction. Ce que je dis souvent, c'est qu'on est un peu les bâtisseurs de la colonne vertébrale et tu vas avoir les vertèbres qui se comportent un peu comme elles veulent, qui grandissent un peu comme elles veulent, du moment qu'elles sont capables de se raccrocher à la colonne vertébrale que Product Ops construit et maintient, pour garantir que le tout tienne debout. Mais pourquoi le VP Product ne prend pas ce rôle? Alors, il le prend en termes de vision, la Triforce, parce que ce n'est pas que le VP Produit. Oui, la Triforce, pardon. La Triforce et le CPO et les Head of Product dans chaque pays aussi. Ouais. Ils font aussi ce travail-là avec nous, mais nous, on va le faire de manière plus donner des moyens. Alors qu'eux, ils vont être plutôt garants de la vision, de la stratégie, ils vont apporter leur expertise, ça va être aussi beaucoup des coachs sur leur practice particulière, alors que nous, on va vraiment mettre en place du moyen. Ouais, il y a pour illustrer ce que dit Marie, moi, quand je suis arrivé, on m'a dit, parce qu'effectivement, Product Ops, c'est un poste qui n'était pas encore hyper connu, donc même Marie, quand elle est arrivée, j'imagine que c'était le cas pour elle aussi, mais en fait, on a appris ce poste-là et on a appris à le définir en même temps qu'on le faisait nous-mêmes. C'est pour ça que c'est aussi cool de le partager aujourd'hui. Mais ce qu'on m'a dit, c'est qu'on est le bras armé de la Triforce. Donc la Triforce, elle va définir des choses à mettre en place. On va voir des problèmes émerger. Alors, ce n'est pas forcément la Triforce qui va les identifier, mais il y a pas mal de choses qui émergent. Et derrière, nous, dans l'opérationnel, tous les jours, avec les différents stakeholders, on va travailler pour renforcer l'alignement avec tout le monde. Mais ça va être vraiment du travail terrain de la vie de tous les jours, quoi. J'adore j'adore l'expression le bras armé de la Triforce. Ça fait Star Wars. C'est clair. Alors, vraiment, on est vraiment... On est fans. Ouais, pour les fans. On a une petite question de Stéphane. Est-ce que la fonction de Product Ops intervient quand l'équipe produit passe à l'échelle massivement? Et à partir de quand, du coup? À partir de quand c'est difficile à dire encore parce qu'on a peu d'exemples dans la littérature Product Ops. En France, vous en avez très peu. Un peu plus aux États-Unis.
mais ça a souvent plus ou moins, pas forcément exactement les mêmes missions suivant les entreprises. C'est encore ça correspond vraiment aux entreprises et à leurs besoins. J'aurais tendance à dire, c'est à partir du moment où c'est un peu caricatural, mais où tu connais plus tout le monde dans l'entreprise. C'est peut-être ce point-là où en fait tu peux plus avoir tout le monde en tête, tu sais plus sur quelle partie tout le monde bosse ou dans quelle équipe tout le monde bosse, et là ça veut dire qu'il faut commencer à mettre en place des choses pour fonctionner ensemble qui sont un peu standards, et ça peut être le moment pertinent d'avoir une équipe Product Ops. Et pour reprendre une autre question de Stéphane du chat, est-ce qu'on peut considérer dans la définition du poste de Product Ops que le produit, en fait, c'est vraiment comment les process des équipes produits et les outils qu'ils ont à leur disposition, sur lesquels vous avez bossé, apporté des améliorations et optimisé au fil du temps? Yes, on peut dire ça. On peut dire ça tout à fait. Après, le poste de Product Ops, il est aussi un peu particulier parce que c'est un peu comme le poste de Product Manager, au fond. En fait, il va revêtir différents aspects en fonction de la boîte, de la typologie de la boîte, de la taille de la boîte, du produit en lui-même, etc. Donc, le poste de Product Ops, effectivement, il a une forte composante qui est axée sur les process et les outils, indéniablement. Après, il y a aussi d'autres aspects. Je pense notamment à tout ce qui est la chefferie de projet. En fait, il y a des projets transverses dans la boîte pour lesquels il n'y a pas d'ownership clair et qui, du coup, vont retomber dans l'escarcelle de Product Ops. Derrière, il y a une grosse dimension analytique aussi, où plus le produit grossit, plus il devient complexe. Et donc, forcément, ça va de pair avec l'équipe qui grossit, mais la complexification du produit amène forcément un besoin en analytics qui est de plus en plus fort. Aujourd'hui, alors je n'ai pas la liste en tête, mais il y a un nombre incalculable de produits à destination des product managers. Il y a un nombre incalculable de moyens d'avoir de la data, qu'elle soit qualitative, qu'elle soit quantitative. Et donc, le Product Ops, il va aussi de temps en temps servir à trier cette donnée-là et à faire en sorte que la meilleure donnée soit prise en compte dans les choix stratégiques de l'entreprise et à plus forte raison du produit pour que les product managers puissent faire leur boulot le mieux possible, finalement. Donc, je m'embarque dans mes trucs. Je ne savais plus ce que c'était la question d'origine. Non, mais c'est tout à fait le feedback que j'attendais. Et pour rebondir sur ce que disait tout à l'heure Marie, je crois, je ne sais plus, tu parlais d'épanouissement, d'impact et d'efficacité comme objectifs de l'équipe. Aujourd'hui, vous mesurez ça comment? C'est quoi vos mesures de succès sur le poste? Alors, comme nous, on dit souvent que pour schématiser, on est les PM de l'organisation produit. Donc, on va vraiment travailler à faire en sorte que tout le monde travaille le mieux possible ensemble. Donc, ça reste quand même très qualitatif. On va beaucoup travailler sur comment se sentent les équipes, qu'est-ce qui fonctionne, qu'est-ce qui ne fonctionne pas. Donc, il y a beaucoup finalement de KPIs qui sont quand même très qualitatifs. On va aller prendre le pouls, on va aller faire des interviews, on va regarder, nous on a des pulse surveys qui sont tous les trimestres pour voir un peu comment les personnes se sentent au sein de l'entreprise et au sein de leur travail et au sein de leurs équipes. Donc ça aussi, c'est un indicateur pour nous pour voir s'il y a certains points d'attention sur certaines équipes ou sur certaines dimensions. Après, on a quand même quelques KPIs qui nous aident aussi. Ça va être des meilleurs ratios de delivery on time des features. Ça va être des meilleures gestions des dépendances entre les équipes, une meilleure communication. Donc pareil, de meilleurs feedbacks des autres départements. Ça aussi, c'est important. Et du meilleur aussi reporting pour le leadership. Donc, voilà. Il y a moins de KPIs un peu chiffrés qu'on peut voir chez d'autres équipes, mais ça va être beaucoup d'indicateurs qualitatifs et de retour des équipes ou des personnes avec qui on collabore. Pour rentrer dans le day-to-day, c'est quoi
Tiens, Corentin, c'est quoi ta semaine type en tant que Product Ops? Qu'est-ce que tu vas faire dans la semaine? C'est une bonne question. C'est quoi ma semaine type? En fait, ça dépend vachement des projets sur lesquels je travaille. Parce qu'en fait, donc chez Payfit, comme beaucoup de boîtes, on segmente l'année en plusieurs temps. Donc, nous, on fonctionne par quarter. Donc, c'est des temps de 3 mois. Et donc, chez Product Ops, on a des projets qu'on va mener. Et en fait, à la fin de la période, généralement, on s'arrange pour que notre projet dure à peu près 3 mois. On les size comme ça. Et à la fin des 3 mois, parfois, c'est un projet qui doit durer beaucoup plus longtemps. Donc, on va le continuer. Et de temps en temps, voilà, on met un terme au projet au bout de 3 mois. Donc, ça veut dire que le quotidien dépend énormément du type de projet sur lequel tu es en train de bosser en ce moment. Est-ce que tu peux, justement, tu peux nous partager un projet et sur les 3 mois, qu'est-ce que tu as dû faire? Comment tu as temporalisé? Ouais, alors souvent, ce qui est intéressant, et je rejoins ce que disait Marie sur le fait qu'on est les PM de l'organisation de produits, c'est qu'en fait, on adopte un petit peu les mêmes méthodologies ou en tout cas le même mindset de travail que les PM. Donc souvent, quand on a un problème, quand on a un projet, en fait, ça provient d'un problème. Et donc, nos projets, en fait, ils émergent comme ça. C'est-à-dire qu'il y a un certain nombre de personnes, de directeurs qui commencent à faire émerger le fait que, par exemple, tiens, on reçoit trop de oh là là, la maintenance, elle explose, c'est l'enfer, tout le monde passe du temps sur la maintenance, c'est très compliqué. Et du coup, on va prendre ce problème-là et on va faire OK, on va essayer de trier le vrai du faux et séparer le vrai du faux et de se dire OK, on va faire une discovery sur la maintenance. OK, quels sont les tickets, comment ils arrivent, on fait des analyses quantitatives, qualitatives et ensuite on va arriver comme quand on travaille ce que fait un product manager, on va arriver à un plan d'itération, on va se dire OK, voilà, on a fait une discovery, voici ce qu'on a trouvé. Voici du coup les solutions qu'on recommande de mettre en place et puis petit à petit on va mettre en place des solutions, etc., etc. Donc en fonction de là où on est dans le projet, les journées vont vachement bouger. En fonction de la typologie des projets aussi. En ce moment, je passe beaucoup de temps sur Jira parce que je travaille justement sur la maintenance. Et donc je passe des journées entières sous ma couette dans le noir en train de regarder des tickets de maintenance Jira, quoi. Mais c'est pas tout le temps ça. Il y a aussi beaucoup de projets, c'est beaucoup d'interactions avec les product managers. En fait, tout ce que va faire un product manager, on va le faire à notre échelle, mais pour des besoins et des populations différentes. Donc, de temps en temps, on est bloqué sur les sujets. Donc, on va faire un workshop avec des product managers ou avec d'autres populations au sein de Payfit pour trouver la meilleure solution. Voilà, on a un problème qu'on essaie de restituer. On en parle avec tout le monde et on fait des workshops, on crée des discussions, on fait des interviews, etc., etc. Mais notre quotidien, il est vraiment très proche de celui du product manager dans la mesure où on a beaucoup de tâches. Et au fond, les vecteurs qui régissent un petit peu notre quotidien et notre travail en général partagent beaucoup de similarités avec celles des products. C'est hyper intéressant, mais est-ce que ça veut dire que du coup, là tu parlais de Jira, donc derrière, tu as, j'imagine, des solutions à aller chercher en améliorant peut-être le fonctionnement de Jira en interne, l'alignement, la communication sur Jira, mais est-ce que parfois tu as des solutions que tu dois aller chercher et qui nécessitent du temps de dev? Bonne question. C'est vrai que c'est là où notre métier diffère quelque part des product managers, c'est que nous, on n'a pas d'équipe de dev. Donc, tu peux pas acheter du temps de dev. Si tu veux, peut-être que dans le futur, en fait, on se rendra compte qu'on veut développer des trucs in-house. Je parlais avec quelqu'un de chez Zapier, où ils sont hyper décentralisés. Ils avaient codé eux-mêmes leur propre outil d'OKR. Parce qu'en fait, ils n'avaient rien trouvé qui leur plaisait sur le marché. Et du coup, ils s'est dit, en fait, qu'à ça ne tienne, on va coder notre propre outil. C'est vrai qu'il n'y a rien nous, on sur n'en le est pas marché là. Nous, on n'en est pas là, mais cela dit, ça pourrait arriver dans le futur. Et du coup, c'est aussi un peu la spécificité, c'est que c'est un peu de la débrouillardise, quoi. C'est-à-dire qu'il y a un problème, on fait avec ce qu'on a, quoi. Donc aujourd'hui, on utilise tel outil, on utilise Jira, on utilise Notion, on a un stack d'outils qu'on utilise chez Payfit. Ton problème, tu le résous avec les outils que tu as à ta disposition. Si tu n'as pas d'outils, tu mets du process. Et puis du coup, tu auras un outil un peu bancal, tu continueras un peu par Slack, sur Notion et tout. Et tu te débrouilles, quoi. Et ça fait partie aussi de ce qui est assez excitant dans le rôle de Product Ops. C'est que c'est pas comme si on pouvait répondre à tous les problèmes de la Terre parce qu'en fait, on a une force de développement. Non, tu as un pool de ressources fini en termes d'outils et de process et tu fais avec et tu te débrouilles, quoi. Justement, on va peut-être avancer, justement, le temps est court et tu parles de la… je te laisse, Soumaya, parce que sinon, moi, je n'arrête pas, quoi. Désolé. Non, pas du tout. Merci, Mehdi. Mais y avait une question. Quelle est la différence entre Product Ops et Coach Agile? Est-ce que tu peux nous expliquer, toi qui as eu cette expérience un peu de Scrum Master aussi dans le passé, en quoi ça diffère? En quoi ça diffère? Scrum Master, on a vraiment un rôle défini dans une équipe multidisciplinaire. En l'occurrence, moi, c'était sur
je travaillais beaucoup avec l'équipe animation sur un jeu vidéo. Donc, j'avais des développeurs, j'avais des game designers, j'avais des animateurs. Et donc, on est vraiment sur la gestion opérationnelle du sprint, la priorisation des tickets qu'on va mettre dans le sprint, le grooming du backlog. Donc, c'est très structuré comme activité et surtout, c'est très tourné delivery, en fait. C'est-à-dire que nous, on avait des priorités, on s'arrangeait pour faire en sorte que ça rentre dans les sprints et qu'on arrive à atteindre nos objectifs. Et c'était très axé delivery. Moi, j'avais rien de tout ce qui est discovery dans mon ancien boulot de Scrum Master. On est très axé exécution, quoi. Alors après, il y a quand même des choses qui sont similaires. On fait effectivement beaucoup de coaching, il y a beaucoup de training pour les autres équipes. Donc, il y a des choses qui sont similaires, mais le fond du travail n'a pas grand-chose à voir dans la mesure où déjà, on n'a pas d'équipe de développeurs avec qui bosser. Et en plus, on ne suit pas du tout la méthodologie Scrum à proprement parler, parce qu'on est vraiment beaucoup plus sur des tâches d'organisation, de communication, de reporting, et on a une forte phase de discovery. Et Marie, est-ce que tu peux nous parler de la différence? Parce que tu disais que le poste de PM est proche du poste de Product Ops. Est-ce qu'il y a quand même des différences? Oui, il y a quand même des différences. Ouais. À quel niveau? Je pense que la principale, c'est que c'est un peu, en effet, on est très inspiré par les méthodologies de product management. Donc, on va les utiliser beaucoup, comme l'a dit Corentin. Mais on est aussi à la croisée, c'est un peu un métier hybride entre le product management et le project management. C'est-à-dire que nous, on va vraiment fonctionner en projet, on va définir un projet comme on fait classiquement dans de la chefferie de projet. Et c'est beaucoup aussi de coordination avec des stakeholders qui sont très variés, qui sont dans différents départements, qui ont des besoins différents. Et en plus, où ce n'est pas forcément leur focus principal. Je pense que c'est plus ça la différence, c'est que quand on est product manager, on va travailler avec son équipe, on a tous, on va dire, les mêmes sujets principaux et les mêmes visus, et on va travailler donc avec des designers, avec des devs, etc. Alors que nous, on va avoir cette dimension très project manager, où finalement, les parties prenantes, ce n'est pas forcément leur priorité, ce n'est pas forcément leur projet principal. Nous, on va vraiment être là comme catalyseur. Comme aller vraiment dépiler un problème, comprendre pourquoi le problème existe et y apporter une solution et aussi la mettre en place. Donc, on va vraiment faire tout le funnel de la détermination du problème, pourquoi ça existe, qu'est-ce qu'on met en place et l'implémentation. Donc, c'est légèrement différent comparé au product manager qui va pas forcément participer autant dans la partie implémentation. Et vos challenges les plus souvent rencontrés au niveau de l'équipe Product Ops, c'est quoi en général? Alors, comme je disais, on a la première, c'est la traction sur les projets. Parce que nos stakeholders, ils savent que c'est des sujets importants, c'est des sujets qui vont résoudre des problèmes qu'ils ont au quotidien. Pour autant, ce ne sera jamais leur priorité numéro 1. Donc, ça veut dire qu'on est, en fait, on génère notre propre traction, ce qui peut être parfois un peu démotivant parce qu'on a en face de soi des équipes qui en ont besoin, on le sait, on en est convaincu, mais qui n'ont pas forcément autant de temps et d'énergie à y dépenser que nous. Ça, c'est un premier challenge. Je pense que le deuxième, c'est la coordination entre les besoins de chacun. Donc, on a des populations très différentes, surtout maintenant qu'on commence à aller sur des sujets où on travaille avec les autres départements. Là, il faut vraiment trouver des solutions où il y a un bon équilibre, où on répond aux besoins de chacun. Et parfois, il faut arbitrer et pas répondre à certains besoins parce que c'est trop difficile de trouver une solution qui va à tout le monde. Et je pense que le dernier challenge le plus important, c'est la partie que mentionnait un peu Corentin. On a quand même cette casquette de coach. Et du coup, il y a quand même du change management. Quand on vient faire un projet, généralement, ça va changer la manière dont ça fonctionne. Donc, on essaye de fonctionner beaucoup en test and learn. On essaye d'être très agile, de mettre des choses en place, de prendre beaucoup de feedback, d'itérer assez rapidement. Mais il y a ce côté vraiment faire en sorte que le process soit mis en place, que les gens l'adoptent et qu'il se porte par lui-même parce que nous, on n'a pas vocation à porter les sujets une fois qu'on les a délivrés.
Donc, le change management, c'est important et l'adoption, c'est hyper important. Et c'est des vrais challenges au quotidien sur nos projets. Est-ce que, comme les products… Pardon, non, j'ajouterais juste un truc. Je suis tout à fait aligné avec ce que dit Marie. Et à titre peut-être plus personnel, il y a quand même un truc avec le boulot de Product Ops, c'est qu'il y a quand même une dimension un peu frustrante, justement pour les raisons qu'on abordait avant, du fait qu'on n'a pas de force de production. Et donc souvent, on nous fait remonter les problèmes. Et là, on se dit, ah là, par exemple, on nous a remonté un problème il y a quelques mois où comment augmenter la visibilité sur qu'est-ce qui est en train d'être fait dans l'équipe produit. Comment est-ce qu'on augmente la visibilité, qu'on a plein d'équipes, on a plein de développements en cours sur plein de parties de l'app et tout. Comment on fait pour augmenter cette visibilité? Et du coup, on a des visions qui sont très fortes et où on se dit, bah, OK, il faut un système où c'est plugué avec Jira, et puis il y a ça, et puis tu as un beau dashboard, et puis tu vois sur une timeline ce qui arrive et tout, tu as un truc mortel dans ta tête, quoi. Par contre, bah, il n'y a pas d'outil vraiment qui le fait. Et en fait, peut-être qu'il y en a un, mais en fait, l'implémentation, ça mettrait des mois. Et du coup, il y a toujours un peu ce côté frustrant de, OK, potentiellement, il y a une super idée quelque part, mais dans l'implémentation, ça reste du change management, il faut y aller par étapes, il ne faut pas brusquer les populations, etc., etc. Et du coup, bah, effectivement, comme le dit Marie, on fait du test and learn, on fait du proof of concept. Et du coup, bah, voilà, généralement, ça met un peu de temps et on ne peut pas forcément délivrer sur toute la vision qu'on a en tête. Justement, j'allais te parler de ça. Vu que tu ne peux pas acheter des crédits de développement en interne, qui construit les solutions? Est-ce que tu as besoin de savoir no-coder? A priori, non. Je pense pas que ce soit primordial. Par contre, moi, je dis qu'il y a une composante très importante chez Product Ops, c'est qu'il faut avoir peur de rien. Il faut pas avoir peur de mettre les mains dans le cambouis. Et moi, je sais que c'est quelque chose qui m'a attirée. J'adore bricoler des trucs. J'adore aller regarder les outils, comment ça marche, et les tester et construire des choses. Et du coup, c'est plutôt un mindset à avoir quand on est Product Ops. On a envie de jouer avec les trucs qu'on nous met sous la main. On a envie de les tordre un peu, de voir ce que ça fait, comment on peut résoudre le problème avec ce qu'on a. Et il y a un côté de débrouillardise qui est quand même très, très importante dans ce job-là aujourd'hui. Et parfois, finalement, on va se rendre compte que les outils existent, mais on va d'abord mettre en place les process, on va tordre un peu les outils qu'on a à notre disposition, on va jouer avec. Et puis, quand on voit que le process il marche et qu'on est allé dans la bonne direction, OK, on va peut-être aller quand même regarder s'il n'y a pas un outil qui permettrait de supporter tout ça, mais la transition sera plus simple parce que le process est déjà en place et les parties importantes du process sont ancrées dans la tête des gens. Justement, question de Mélanie, hyper intéressante. Est-ce que tu peux nous donner un exemple concret, tu vois, de changement de process que vous avez mis en place récemment? Corentin, tu veux parler des livrables? Ouais, bah justement, ouais, tout à fait, tout à fait. Ça fait marrer Marie. Mais moins toi, j'ai l'impression. Ouais, non, non, mais en fait, c'est vrai que moi, quand je suis arrivé, je viens d'Ubisoft, comme je le disais en intro, et chez Ubi, juste pour vous donner une idée, un développement de jeux vidéo, donc le jeu sur lequel je bosse s'appelle Skull and Bones à Singapour, et un jeu ce qu'on appelle AAA, donc un gros jeu. En termes de développement, c'est 5-6 ans de développement, c'est 150 millions de budget, c'est 1000 personnes en pic de production qui travaillent sur 5 à 7 sites différents. Et donc, quand c'est ça, en fait, on se dit, bon, bah, forcément, en termes de prod, ils sont méga carrés. Et c'est le cas. En termes de suivi des développements sur Jira, mais c'est hyper militaire, quoi. Ils ont des tickets, ils sont qualifiés, tac, 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 la nomenclature, elle est carrée et tout. Et du coup, c'est vrai qu'en arrivant chez Payfit dans un environnement plus jeune en termes de maturité, de la boîte, etc., puis en termes de tranche d'âge aussi, parce que la moyenne de Payfit, je crois que c'est entre 28 et 30 ans, quelque chose comme ça. Et bah forcément, en termes de qu'est-ce qui est en train d'être fait dans l'équipe produit, il n'y avait pas grand-chose. On avait des équipes qui étaient très indépendantes, à qui on vend l'aspect entrepreneurial. Tu vas organiser ta tribe comme tu veux, etc., ce qui est super cool. Il y a plein d'externalités positives à ça. Le côté, un petit peu le revers de la médaille, c'est que derrière, il n'y a aucun process qui permet à, j'en sais rien moi, au sales ou au product marketing de savoir en fait qu'est-ce qui sort quand. Et du coup, on a essayé de réfléchir à un process où maintenant, les gars, les PM, les engineering managers, les design managers, quand vous avez identifié quelque chose qui va sortir, eh ben, vous le notez quelque part. On utilise Notion, donc on a des cartes Notion, vous le notez quelque part. Et puis, vous associez à ce livrable-là une date. Et comme personne n'aime raisonner en date, parce que tu commences à dire à les équipes produits, mets-moi une date, c'était une sorte de levée de bouclier énorme, ce qui est compréhensible par ailleurs, mais voilà, il y a quand même ce biais-là. On a dit, vous mettez une date et à chaque date, on associe un indice de confiance.
Et le but, c'est pas de donner cette date et cet indice de confiance et après de se barrer, on se retrouve dans 3 mois quand la feature elle sort. L'idée, c'est vraiment de se dire toutes les semaines, si en fait tu te rends compte qu'il y a un changement, il y a un gros changement, etc. Je ne te parle pas d'un changement à 2-3 jours près, quoi, quand le déploiement est prévu dans 2 mois, mais s'il y a un gros changement, tu l'updates. Et du coup, on a cette espèce de système où toutes les semaines, les PM, les engineering managers, les design managers, ils ont leur carte de livrable sur Notion. Et du coup, bah, voilà, il y a ça qui sort à telle date. Ah, bah, en fait, on a eu un problème, on s'est rendu compte que c'est plus compliqué que prévu et tout. Du coup, ils updatent la date ou ils updatent l'indice de confiance. Et ça, bon, c'est assez simple quand je le raconte comme ça, mais mettre ça en place à l'échelle de 150 personnes, donc ça veut dire faire en sorte que les gens ils créent leur carte quand ils ont fait leur iteration plan, faire en sorte qu'ils les updatent à la fin de chaque semaine, faire en sorte qu'ils reportent ils fassent du reporting par rapport à ce qu'ils ont updaté, etc. Faire en sorte que les gens se servent de cette information, de cette base d'information qu'on construit ensemble pour arrêter de demander de l'information en asynchrone, en bilatéral sur Slack et tout. C'était un change management qui était assez compliqué. Bravo. Et là, en ce moment, c'est quoi vos enjeux dans le Product Ops? Vous avez une roadmap? Justement, l'enjeu principal, c'est de construire la roadmap de l'année prochaine. Okay. On est en fin d'année. Après, on commence, comme je le disais, on commence du coup à s'ouvrir un peu aux autres départements. C'est vrai que comme l'équipe produit s'est reconstruite il y a 1 an, on s'est beaucoup concentré sur la manière de fonctionner tous ensemble. Et donc, les vannes ont été un peu fermées de tout ce qui était échange avec les autres départements, le temps qu'on arrive à apprendre à fonctionner tous ensemble. Et donc là, on a des projets qui vraiment permettent de rouvrir ces vannes-là et donc de remettre des process qui permettent de remonter du feedback client via les équipes de service client, via les sales, via les communautés PayFit. Donc ça, c'est un premier enjeu, vraiment repluguer tous ces retours-là et qu'ils reviennent vers le produit et surtout qu'ils ne reviennent pas pour noyer l'équipe produit, mais qu'ils soient utilisés et qu'il y ait des feedback loops qui sont vertueux vers les clients. On a aussi pas mal d'enjeux sur la maintenance, comme l'a mentionné Corentin. Comment on peut faire pour mieux gérer la maintenance et comment on peut faire pour la réduire. On va avoir aussi des enjeux de potentielle nouvelle croissance, ce qui n'était pas le cas en l'année 2020. Donc, ça fait des enjeux aussi pour Product Ops de comment on onboard à nouveau des nouvelles personnes. Peut-être qu'il faut construire des choses plus efficaces de tout ce qu'on a mis en place pendant 1 an pour que les gens arrivent et soient à l'aise dans cet environnement. Et on va avoir pas mal aussi d'enjeux sur garantir le reporting et la communication entre toutes les différentes instances de PayFit. Ça, c'est un axe sur lequel on travaille énormément aussi, la communication et faire en sorte que l'information circule bien entre tout le monde. Et on a déjà fait beaucoup, beaucoup d'efforts, comme avec le projet que Corentin vient de mentionner, mais il faut encore aller plus loin pour être sûr que du coup l'information est à disposition et que les bonnes personnes puissent challenger les différentes avancées produits au bon moment. On a une question hyper intéressante de Fabien et ensuite on va avoir besoin de passer à la dernière partie. En gros, vous êtes un peu, vous faites partie des startups pionnières dans le rôle de Product Ops ici. Donc forcément, vous êtes mangé pas mal de problèmes, quoi. Et est-ce que vous pouvez nous partager ici les challenges que vous avez connus et voilà, et vous nous conseillez de ne pas reproduire? C'est une question pas évidente. À ne pas reproduire. Déjà, moi, j'ai juste un point par rapport à cette question-là. Tout le monde se demande c'est quoi Product Ops. Tout le monde se demande ce que c'est Product Ops. C'est une excellente question et c'est surtout une bonne question parce qu'il n'y a pas de réponse en fait sur Internet. Il y a quelques articles à droite à gauche, mais en fait, quand on regarde le nombre d'articles ou de littérature sur Product Ops par rapport au reste sur Product Management en général, il n'y a pas grand-chose. Et du coup, la première chose qui me vient en tête quand tu poses la question, Mehdi, c'est de se dire et c'est de réaliser que Product Ops, c'est à la croisée de beaucoup de métiers. Et que donc, toute la littérature qui est utile pour les différents métiers, pour typiquement le Product Management, elle est utile pour Product Ops. Product Ops va beaucoup agir sur les organisations. Toute la littérature sur les organisations produits et sur comment est-ce qu'on transforme une team. Il y a un bouquin qui s'appelle Teams of Teams, d'un mec dont j'ai oublié le nom,
qui est hyper intéressant et qui va vraiment pas. Où il y a un autre bouquin qui s'appelle Turn the Ship Around sur quelqu'un qui se retrouve à la tête d'un sous-marin nucléaire qui était le moins effectif de tous et qui en fait une équipe, une machine de guerre, si je peux l'exprimer comme ça, et qui, voilà, ça devient des énormes brutes. Et du coup, toute cette littérature-là sur comment est-ce qu'en fait on fait d'équipes lambda des machines de guerre dans les organisations produits, c'est hyper utile. Donc, le premier écueil à éviter, c'est de se dire « Ah là, Product Ops, il n'y a rien sur Internet, on va tout inventer nous-mêmes. » Non, il y a plein de choses qui existent et ça n'a pas forcément le label Product Ops, mais il y a plein d'inspirations à aller trouver partout et c'est comme ça qu'on construira la meilleure équipe. Génial. On va peut-être passer à tout ce qui est compétences, formation, recrutement autour de Tout à fait. ce rôle. Ouais, et ce qui est intéressant avec vos deux profils, c'est que l'un a fait une école d'ingénieur, l'autre a fait une école de commerce. Est-ce que vous avez un parcours un peu type ou des conseils de formation pour rejoindre des équipes de Product Ops? Je sais pas. Alors, c'est un métier tellement nouveau que, un peu comme Product Management aujourd'hui, Product Management, ça commence à avoir quelques années. Donc, on voit des bootcamps comme le vôtre qui commencent à émerger et qui permettent de donner des formations. Product Ops, on n'en est pas encore là. C'est trop récent pour que vous ayez des formations tailorées pour ça. Pour moi, c'est plus un état d'esprit. Après, je pense qu'en termes de formation, il faut avoir... alors, pour un junior qui sort d'école, ça va avoir un côté quand même très analytique parce que la data fait quand même partie beaucoup de nos projets. Et c'est plus un état d'esprit. C'est vraiment un état d'esprit débrouillard, doueur, qui, quand il voit un problème, a envie d'y aller, problem solver. Ça va être vraiment, on va aller chercher ce type de compétences-là, plus qu'un parcours de formation bien précis. Et après, sur un profil plus senior, on va aller chercher des expériences en gestion de projet, sur des gros projets avec des stakeholders très différents, avec des besoins très différents, ou alors des expériences en product management. Donc, ça permet d'avoir les compétences et de maîtriser, on va dire, les bases du product management et d'avoir envie de les appliquer à l'organisation. Et avec, évidemment, pour tous ces profils-là, une grosse appétence produit, tech, data et un côté très analytique, comme je le disais. Donc, évidemment, le profil ingé est un peu la référence, la classique, ouais. avec évidemment les écoles de commerce qui ont aussi un très bon background en général analytique et gestion de projet qui peut aussi convenir. Mais c'est pas indispensable. C'est pas... Ouais. Et du coup, comment tu testes en entretien justement le mindset de débrouillardise, de problem solver? Est-ce qu'il y a des questions types que tu poses quand tu recrutes pour ce genre de profil? Alors, on a des questions un peu standards parce que le côté doueur et entrepreneurial, c'est une valeur très forte chez Payfit. Donc, il faut savoir que même sur d'autres profils, on va le chercher. Alors, nous, on va le chercher particulièrement, mais on va beaucoup demander, est-ce que tu t'es déjà retrouvé dans une situation face à un problème et comment tu l'as contourné et comment tu y as répondu? Nous, dans notre process à nous, on a une étape avec alors, c'est plus un use case, c'est pas un use case qu'il faut construire, etc. Mais il y a une étape face à des PM qui vont exposer des problèmes qu'ils ont dans leur quotidien, alors qu'ils ont connus dans les mois passés ou qu'ils ont aujourd'hui. Et ils vont lui dire, OK, bon, si moi je te dis ça, tu me poses quoi comme question? Tu réagis comment? Tu me présentes quoi comme type d'option? Donc, on va mettre les gens dans une situation réelle. Et après, c'est beaucoup de creuser sur les parcours parce que c'est ça le plus important. Donc, quand les gens vont nous exposer leurs expériences, on va aller creuser et on va aller chercher des expériences où ils ont été parfois en difficulté ou face à un mur et comment ils ont réagi à ça. Il y a quelque chose qui est très important dans ce que dit Marie, c'est que Product Ops, c'est un mindset en fait. C'est vraiment un état d'esprit. Bon, il y a un truc qui m'a vachement marqué dans mon entretien il y a 7-8 mois. La chef de l'équipe à l'époque, Inès, m'a posé une question et m'a dit comment tu as réagi la dernière fois que ton boss a pris une décision avec laquelle tu étais en total désaccord?
Et en fait, le fait qu'elle me pose la question, je me suis dit, ouais, en fait, quelle était ma réaction? Et du coup, le fait d'argumenter par rapport au fait, parce que en fait, le poste de Product Top, c'est ça, quoi. C'est savoir conjuguer avec plein d'avis différents et d'avis très tranchés et très persuadés en même temps. Donc, il y a vraiment quelque chose dans le mindset et dans la capacité à s'adapter aux différents points de vue, aux différentes situations, qui est absolument primordial. Donc, c'est vraiment à garder en tête, quoi. Toi, Corentin, là, il me semble que tu disais que tu passais à un autre poste maintenant chez Payfit. Ouais. Donc, tu as fait un passage via le rôle de Product Ops. Est-ce que tu veux nous en dire plus sur ce nouveau rôle que tu vas prendre et est-ce que c'est lié de près ou de loin au rôle de Product Ops? Ouais, tout à fait. Je peux tout à fait vous dire. En fait, je rejoins. Alors, il faut savoir, je ne sais pas si on en a parlé au début, je ne sais plus, mais le produit PayFit, donc c'est deux choses. C'est du SIRH et de la paye. Et ça, cette espèce de produit bicéphale là, il se retrouve dans notre organisation produit. Donc, on a, pour vraiment ultra simplifier l'histoire, on a une équipe globale qui va s'occuper du produit SIRH et de toutes les fondations qui sont nécessaires au fonctionnement de ce produit-là, et des pays, donc des équipes locales, qui vont implémenter, qui vont coder la paye dans chaque pays. Donc, on a une équipe France qui code toute la partie paye pour la France, une équipe Italie pour l'Italie, etc., etc. Et donc, moi, je vais rejoindre, donc là, je suis dans l'équipe Product Ops qui sert l'équipe globale, et je vais rejoindre l'équipe France qui est constituée donc d'un métier fabuleux qui s'appelle les Product Builders, qui sont des gens qui codent la paye française grâce à un langage qui a été inventé par Payfit qui s'appelle le Jetlang, et donc qui s'assimile de près ou de loin à un langage low code. Et donc, il y a tous ces product builders qui codent le produit paye. Et donc voilà, donc moi, je passe côté France pour manager une équipe de product builders sur un scope fonctionnel bien défini. Top. Et sur la différence avec le poste de Product Ops, je sais plus quelle était la question, mais effectivement, ça nécessite, les enjeux sont un peu les mêmes, c'est-à-dire intégrer cette équipe que je managerai dans son écosystème, faire en sorte d'être identifié en tant que point de contact, de pouvoir bien identifier le scope fonctionnel, de faire en sorte que ce scope fonctionnel grandisse. Et du coup, à travers ça, il y a beaucoup de communication et fait vraiment, encore une fois, d'insérer cette équipe-là et d'améliorer la communication dans l'écosystème Global Payfit à l'intérieur de l'équipe produit, mais aussi en dehors. Top. Est-ce que le fait, tu nous disais tout à l'heure que tu étais passé par le wagon, est-ce que le fait de savoir coder, ou ne serait-ce de savoir no coder, savoir vraiment comprendre les flux de données, comprendre comment fonctionne le web, comprendre le concept d'API, comprendre tout ça, est-ce que ça aide vraiment vivement pour ce rôle de Product Ops, ou est-ce que tu peux t'en passer? Pour moi, c'est indispensable. Pour moi, c'est indispensable. Je pense que mon CV n'aurait jamais, je pense, été screené si jamais j'avais pas cette compétence technique. Marie, ne dis rien, s'il te plaît, ne casse pas. Mais vraiment, pour moi, c'est indispensable en fait. Alors, je suis un très très mauvais développeur, en tout cas extrêmement lent. Donc c'est pas tant le fait d'apprendre à coder et tout, mais c'est vraiment être immergé dans cet écosystème-là. C'est le réseau que ça crée, c'est les portes que ça ouvre parce qu'on va découvrir l'écosystème tech parisien, etc. Et je pense que c'est pareil avec Maestro. Au-delà du savoir du code, il y a vraiment cette connaissance de l'écosystème, de comment il fonctionne. Et c'est vrai que savoir ce que c'est une API, comment ça fonctionne, un endpoint, etc., c'est quand même hyper utile parce que derrière les populations avec lesquelles on interagit, on parle le même langage, quoi. Je pense que c'est principalement sur ce point-là parce que effectivement, une équipe produit, c'est quand même essentiellement des ingénieurs qui codent. Et quand nous, on est en charge de leur épanouissement au travail, c'est quand même plus compliqué si on ne comprend pas de quoi est fait leur quotidien et quand on t'explique pourquoi un projet n'avance pas ou qu'on t'explique que ça, c'est un pain point, c'est une douleur au quotidien, c'est quand même bien d'avoir une culture assez forte tech sans pour autant être capable de coder, mais avoir une culture tech assez forte quand même. Et alors, donc, il n'y a pas de formation, il n'y a pas de bootcamp au Product Ops, mais il y a peut-être des livres, des podcasts, des blogs, des choses à aller voir. C'est exactement ma question, ouais. Merci, Mehdi. Alors, notre référence, nous, dans l'équipe, qu'on envoie aux candidats, d'ailleurs, quand ils sont en process de recrutement, c'est le livre Product Ops Playbook de Pendo. C'est un peu... c'est quelque chose... il n'est pas hyper long, mais il résume bien l'idée. Et surtout, il résume bien aussi l'idée que Product Ops, ça prend un peu la forme de l'organisation produit.
Donc, on ne trouvera pas 2 équipes Product Ops qui font exactement la même chose, puisque nous, on vient répondre aux problèmes de l'organisation à l'instant T. Donc, il faut avoir quelque chose d'un peu mouvant. Il y a aussi Mélissa Perry, qui est très connue avec sa boîte Product Labs, plutôt pour du product management, mais ils ont pas mal documenté, écrit des articles, ils font aussi des workshops sur Product Ops. Et après, vous avez quand même pas mal d'articles que vous pouvez trouver sur Medium. Alors, il n'y en a pas des centaines et des centaines, mais il y en a quand même quelques-uns qui sont assez bien référencés et qui sont assez pertinents. Et après, comme le disait Corentin un peu plus tôt durant ce Fire Chat, toutes les ressources PM sont cohérentes, toutes les ressources sur les organisations produits sont cohérentes et peuvent apporter beaucoup de lumière à ce qu'on fait. Canon. Je pense qu'on va tranquillement conclure parce que le temps file. Juste sur voilà, l'équipe Product Ops chez Payfit grandit. Est-ce que vous voulez nous en toucher un mot? Tout à fait. Du coup, l'équipe Product Ops grandit. Oula, non. Alors, ça rame un peu, Marie. Ouais, c'est l'internet de Marie, ça, c'est normal. D'accord, ok. Ouais, Marie, tu nous entends? Oui, c'est bon. Ouais, c'est bon. Ouais, il y a ton internet qui bug. Je pense que le mieux, c'est que tu enlèves ta caméra. Oui, effectivement. Ah voilà, c'est bon, t'entends. Vas-y. C'est bon. Là, vous m'entendez bien? Ouais. Yes. J'étais partie dans tout un laïus et voilà. Bon, du coup, effectivement, on est en train de recruter actuellement une nouvelle personne pour l'équipe Product Ops, notamment pour remplacer Corentin qui nous quittera dans quelques mois. Et donc, on recherche plutôt un profil Product Ops senior, donc quelqu'un qui aurait des expériences soit en product management, soit en project management, avec une forte appétence produit, tech, data. Et comme je l'ai dit un peu plus tôt, un côté très analytique et doueur. Eh ben, écoute, le message est passé, c'est canon. On a fait le tour de la question. On voulait vous poser une question aussi sur les startups référentes de l'écosystème, mais franchement, on ne va pas le faire parce que on a tous envie de follow Payfit plutôt que les autres. Sur je fais un peu le faillot là, mais voilà. Il n'y aura pas de replay parce que Mélanie a tout noté. Donc, non, je plaisante, on fera un replay. On fera un replay. D'ailleurs, on fera un replay de tous nos webinaires et on est en train de lancer une chaîne YouTube autour de ça, évidemment. Est-ce que vous pouvez nous donner votre note sur le webinaire de 0 à 5, s'il vous plaît, dans la conversation et nous dire en quoi est-ce qu'on aurait pu aller plus loin, si vous avez envie. Voilà. On va terminer tranquillement par un petit mot sur déjà, merci beaucoup Marie, merci beaucoup Corentin. Franchement, moi j'y connaissais quasiment rien du tout et je me rends compte que c'est un métier passionnant, vraiment. Donc merci beaucoup d'être venu, vous êtes prêté à l'exercice et d'avoir partagé ce que vous êtes en train de construire. Franchement, ça a une valeur inestimable. Voilà, nous on essaye vraiment de co-construire, comme je vous le disais, la meilleure formation au product management chez Maestro, et la prochaine session, c'est le 25 janvier, et on a 3 objectifs pour nos PM. C'est se préparer à fond pour décrocher le job, vraiment booster sa compréhension du product et construire une web app avec des métriques derrière. On est sur du 80-20 avec 80% d'études de cas, que des intervenants canons, et pas que dans le product, aussi des coachs de théâtre, dans le design, dans l'ingénierie. Donc, franchement, on voit du monde passer et des études de cas hyper concrètes. Ça peut tous vous intéresser. On a un webinaire qui arrive lundi prochain avec Fabrice Desmazeris sur justement les carrières dans le product. Il y a eu un article, il a fait un article, je crois qu'il a réédité avec Tiga il y a quelques mois, en septembre dernier, et qui a cartonné, et il va venir nous parler vraiment de ça, du rôle de product jusqu'à lead, VP, CPO, et qu'est-ce que ça implique. On en a un jeudi prochain avec Nicolas Venet, le Head of Product de Miro, sur justement le recrutement et la gestion de team. On en a plein qui arrivent, donc franchement, restez connectés. Je vais passer vite fait pour ça. Et si vous voulez nous contacter, n'hésitez pas. Merci beaucoup à tous. Merci encore Corentin, Marie, merci Soumaya. Merci à tous. C'était super et il y avait encore plein de choses à dire. Donc, c'était top. Il y avait vraiment beaucoup de choses à dire. Je regarde un petit peu
Il n'y a que le des 5, ça feedback. fait plaisir.